Alors, bienvenue dans cette seconde partie de la vidéo concernant le statut de développeur freelance et je vous propose cette fois-ci de faire une FAQ et de répondre aux différentes questions qui m'ont été posées sur le sujet, donc sur Discord. Donc, j'ai réuni les différentes questions sur le téléphone et on est parti. Alors, première question de Kadevland, c'est as-tu pensé à un espace de bureau, un espace de coworking? Alors, le coworking, c'est une solution que je trouve intéressante si jamais vous êtes un petit peu affecté par la solitude et que ça vous dérange de travailler tout seul. Ceci étant dit, comme je l'ai précisé, moi je suis pas forcément fan de coworking dans le sens où j'aime bien avoir mon matériel chez moi, j'ai mon matos avec lequel j'ai l'habitude de travailler, et si je vais dans un espace de coworking, le problème c'est que ça m'oblige à travailler sur mon MacBook avec un tout petit écran, donc je perds en confort. En plus de ça, quand je fais du développement, moi ce que j'aime bien, c'est vraiment pouvoir me concentrer sur quelque chose et pas forcément être dérangé. Donc je peux comprendre que le coworking est intéressant, mais dans mon cas et par rapport à mon caractère à moi, c'est pas forcément une solution que je trouve très agréable. Après, encore une fois, ça dépend des personnes. Donc si jamais vous êtes de nature un petit peu plus sociable, effectivement, l'espace de coworking peut être une bonne solution. Alors, plusieurs personnes ont posé la même question. Donc il y a Brandon, KKK et Kadevland qui posaient comment trouver les projets, quels moyens et quelles plateformes. Donc il y a aussi d'autres questions qui sont venues sur le sujet, à savoir quelle plateforme choisir pour trouver des projets, quelle est la meilleure plateforme, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors personnellement, j'ai jamais été amené à utiliser en fait une plateforme pour trouver des projets. La plupart de mes projets, je les ai obtenus soit par le site, soit avec du bouche à oreille. Donc je me suis jamais forcément inscrit sur des plateformes telles que Coder, Freelancer ou autres. Ceci étant dit, je pense que ça ne coûte pas grand-chose de s'inscrire sur ces plateformes-là. Donc si jamais vous êtes un petit peu en manque de clients et que vous avez besoin de projets, ça peut être une bonne solution. Il ne faut pas hésiter à s'inscrire sur plusieurs plateformes et après, vous faites votre choix avec les clients et les projets évidemment qui vous intéressent. Toujours le problème avec ces plateformes, l'effet pervers qu'elles ont, c'est qu'elles ont tendance un petit peu à tirer les prix vers le bas, vu que ce sont des plateformes qui sont en général internationales. Donc vu que tous les pays n'ont pas le même niveau de salaire, ce qui se passe, c'est que vous pouvez avoir des gens qui, pour le même projet, vont proposer des salaires qui vont être vraiment inférieurs à ce que vous proposez. Donc le piège dans lequel il ne faudra pas tomber sur ces plateformes-là, c'est peut-être de vous sous-vendre en espérant obtenir des projets. L'autre problème aussi que l'on peut avoir, c'est que les clients, s'ils ne sont axés que sur la partie tarif, ils se fichent en fait du niveau de réalisation. Donc ça peut poser problème sur le suivi de projet et comment ça se passe de manière générale. Donc à vous de voir. Moi personnellement, je suis pas forcément fan de ces plateformes-là parce que ça met en concurrence en fait des freelances et en général le seul argument qui va permettre de les différencier, c'est le prix et ça a tendance négativement à pousser les tarifs vers le bas. Mais après, si effectivement vous cherchez des projets, essayez plusieurs plateformes et après vous faites votre choix. Quoi. Ça vous engage à rien, vous n'avez rien à payer normalement. Après, je suis pas forcément au fait de comment ça se passe. Alors ensuite, il y a Barweb qui pose la question de est-ce que je passe par une boîte commerciale justement pour trouver des missions? Alors personnellement non, je sais qu'il y a des boîtes qui font ça ou même vous pouvez vous mettre dans un groupe qui va lui chercher des missions et ensuite les distribuer entre les freelances. Moi c'est pas quelque chose que je fais. Ceci étant dit, je travaille aussi parfois avec des agences qui elles ont plusieurs clients, ce qui fait que cette agence-là va m'apporter en fait plusieurs projets. Donc indirectement, non, je travaille pas avec des boîtes, mais c'est vrai que j'ai parfois un système qui est un peu similaire. Donc après, c'est vrai que c'est intéressant dans le sens où vous passez moins de temps à chercher des clients parce que vous avez eu un afflux assez important de projets et vous n'avez pas à chercher, ce qui vous permet aussi, au niveau des tarifs, d'être un petit peu plus intéressant. Parce que moins vous passez de temps à chercher, moins vous faites payer ça ensuite aux clients derrière. Donc c'est intéressant. Mais moi, c'est vrai que je suis jamais passé par ce genre de boîte. Alors il y a Iseldor qui me demande comment s'y retrouver dans tous les statuts possibles, que dois-je choisir? Alors c'est vrai que c'est très compliqué, hein, dès qu'on touche à l'administratif, c'est un petit peu le bordel. Concrètement, si tu commences, j'aurais toujours tendance à conseiller l'auto-entrepreneuriat. C'est peu de risques et de toute façon, si tu gagnes pas grand-chose, tu ne payes pas grand-chose. Donc c'est idéal. Les autres statuts, tu vas plutôt les choisir quand tu vas commencer à avoir assez de revenus et ou sinon si tu as assez de dépenses ou si tu as trop de dépenses. On en reparlera juste un petit peu plus tard parce que j'ai vu qu'il y a une autre question qui concerne ce sujet-là. Mais globalement, en fait, ça va venir avec le temps. Tu commences toujours en auto-entrepreneur et après, suivant l'activité que tu vas aviser en fonction de ce que tu veux faire. Alors, je suis pas expert, mais globalement, en fait, ça va aussi dépendre des futures évolutions. Une fois que tu auras dépassé le statut d'auto-entrepreneur, ou tout simplement tu as envie de changer de statut, ça va dépendre. Tu vas plutôt aller vers une SARL si tu as des associés, tu vas aller vers une EURL si plus tard tu vas aller vers une SARL. Tu peux choisir la SASU si tu veux pas séparer en fait la société de ta personne. Tu peux être en EURL, donc il y a plein de statuts.
Le mieux dans ces cas-là, c'est toujours après d'aller se renseigner vers un comptable ou quelqu'un qui est plus un expert dans ce domaine-là et qui sera en mesure de vous donner vraiment des comparatifs et de vous dire ah ben voilà l'avantage de ça, vous qu'est-ce que vous cherchez et qui pourra vous conseiller vers une des branches. C'est un choix très très important, donc il faut vraiment le faire en toute connaissance de cause et pas forcément prendre un avis sur internet entre guillemets. Donc n'hésitez pas à faire appel à des conseils à ce niveau-là. Alors Brandon pose la question, c'est quoi un chiffre d'affaires concrètement? Donc ça rejoint un petit peu l'autre question. Et Victor derrière pose aussi la question, à quel moment est-il intéressant de passer à un autre statut que celui d'auto-entrepreneur? Et pour quel statut du coup? Donc ces deux questions sont intéressantes parce qu'elles sont liées en fait l'une par rapport à l'autre. D'abord pour la question du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires en fait c'est les revenus que vous avez de manière générale. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un projet et ce projet vous le facturez 2000 euros, votre chiffre d'affaires c'est 2000 euros. Peu importe si vous avez fait des dépenses pour ce projet-là. Donc le chiffre d'affaires c'est vraiment tout l'argent qui est rentré dans votre société. Donc c'est justement par rapport à ça qu'il va être intéressant de choisir un autre statut plus tard. Parce que le problème en auto-entrepreneur, c'est que vous ne déclarez pas les dépenses que vous faites. Donc si par exemple vous avez un gros projet, on va prendre un projet à 5000 euros, et que vous avez besoin d'un designer en freelance parce que vous n'êtes pas designer, et que vous payez ce designer, en auto-entrepreneur, ça ne rentre pas en ligne de compte. C'est-à-dire que vous allez payer des charges sur les 5000 euros que vous avez touchés. Même si au final, vous n'avez touché que 3000 si vous avez payé 2000 euros un designer. L'avantage avec des statuts un petit peu plus complexes, c'est que vous pouvez vraiment séparer les choses. Vous allez avoir la société qui va faire un chiffre d'affaires, qui va faire des dépenses et tout ça, et vous derrière qui allez vous verser un salaire ou vous verser des revenus. Et vous allez être imposé, vous allez avoir des charges sur les revenus que vous faites, et pas forcément juste le chiffre d'affaires de manière générale. Donc c'est ça qui est intéressant, parce que si vous faites des dépenses, vous pouvez payer moins de charges. Payer moins de charges, c'est toujours intéressant évidemment. Donc c'est à ce moment-là, je pense que ça va être intéressant de changer de statut. Si vous réalisez que vous avez beaucoup de dépenses, ça peut être intéressant d'aller vers un autre statut que celui d'auto-entrepreneur pour justement espérer payer moins de charges. Parce que vos dépenses vont être déduites et c'est ça qui est intéressant. Après, pour quel statut, encore une fois, je ne suis pas du tout en mesure de vous donner des conseils. Allez chercher un peu sur Internet ou essayez d'obtenir des conseils d'un comptable pour plus vous guider sur les avantages, la fiscalité entre guillemets des différents statuts. Voilà. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est le chiffre d'affaires, c'est juste l'argent qui rentre, c'est tout. Ça compte pas les dépenses, là c'est plus les revenus et c'est différent. Alors, il y a WebD qui pose la question, comment gères-tu les paiements? Est-ce que tu gères les paiements avant le projet ou après? Et est-ce qu'il y a un acompte? Alors, normalement, il faudrait effectivement faire un acompte, c'est-à-dire que lorsque un client arrive, vous allez lui faire un devis, vous allez lui dire, le projet va coûter tant. Si le client accepte ce projet-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui demander un acompte. Vous allez lui envoyer les premières factures avec 20 ou 30% ou 50%, c'est vous qui choisissez. C'est une facture d'acompte qu'il va devoir payer avant même le début du projet. Ensuite, à la fin du projet, il paiera le reste. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai tendance à assez peu faire parce que je trouve ça pénible d'un point de vue administratif. Ça fait 2 factures par projet. Et en plus de ça, les projets pour lesquels je travaille, ce sont des projets qui ont tendance à être courts. Donc on n'a pas forcément le temps de gérer cette partie à compte. Si j'ai un client qui me dit pour vendredi prochain, j'aimerais bien que ce projet soit fini, si je commence à lui envoyer la compte et attendre le paiement, j'ai pas commencé avant une semaine. Surtout dans les entreprises en général, les factures sont payées en fin de mois, donc c'est un peu compliqué. Donc moi, de manière générale, vu que c'est des petits projets, c'est vrai que j'ai tendance à pas faire la compte et en fait, le client paie tout au moment de la livraison. Donc lorsque je finis le projet, je lui livre les sources et je lui livre en même temps la facture finale, donc il va devoir régler. Personnellement, j'ai tendance à faire confiance en fait au client et à pas me dire ah ouais mais qu'est-ce qu'il va faire s'il va garder les sources, ce genre de choses. Parce que je travaille avec des agences et les agences vont pas forcément mettre en jeu leur réputation vis-à-vis de ça. Après, si vous sentez le client pas tip top, effectivement, mieux vaudra demander un acompte, histoire d'être sûr déjà que y a les finances derrière. Et après, vous lui livrez peut-être une version minifiée du code en lui disant je livrerai la version finale lorsque j'aurai le versement de la facture. Après, c'est une histoire de relation client aussi que vous donnez, parce que si vous commencez à faire comme ça, c'est que indirectement, vous ne faites pas confiance au client, et donc le client va avoir du mal à vous faire confiance en retour. Mais c'est à vous de voir. En tout cas, le système d'acompte, c'est un système normal et traditionnel qu'on retrouve partout. Après, pour le paiement, c'est un petit peu difficile, je pense, de dire au client, j'attends le paiement final avant de vraiment livrer les sources. Parce que de toute façon, il va devoir mettre en ligne ou il va devoir vérifier que le projet fonctionne. Donc vous êtes obligé de mettre en ligne un petit peu avant le paiement. Donc voilà pour cette partie paiement.
Comment ça se gère? Est-ce que le client paye via PayPal, via je sais pas quoi? Là, c'est un petit peu à chacun de choisir. Moi, personnellement, la plupart du temps, c'est des virements. Donc, vous envoyez votre RIB ou le RIB du compte de votre société et le client fait le versement dessus. D'autres clients vont préférer faire des chèques. Bon, c'est juste un peu plus compliqué parce qu'ensuite, il faut aller les déposer, mais en dehors de ça, c'est pas bien différent. Et parfois, alors là, c'est vraiment sur des très petites sommes, on passe par PayPal juste parce que c'est plus simple pour 50 euros, on va pas passer forcément par du virement bancaire. Voilà, donc après, pour la partie paiement, là, c'est chacun gère ça comme il veut. Il n'y a pas forcément une règle particulière qui dit tous les paiements doivent se passer de la même manière. Alors, Yubo pose la question justement, quels sont les logiciels indispensables pour la comptabilité? Alors, je dirais que le principal logiciel que vous allez être amené à utiliser, c'est tout simplement un tableur. Parce que vous allez avoir besoin de lister les entrées et les sorties pour tous les mois. Donc, de dire, ah ben pour ce mois-ci, j'ai dépensé tant, j'ai payé tant, et tant. Donc, un simple tableur peut suffire. Après, si vous allez vers des statuts un peu plus compliqués que celui de l'auto-entrepreneuriat, en général, vous allez passer par un comptable qui, lui, va se charger de rentrer les chiffres et tout ça. Moi, dans mon cas, je vais juste donner mon témoignage. Ce que je fais, en fait, c'est que j'envoie les factures, les PDF et tout ça à mon comptable. Et c'est le comptable qui rentre ça dans son logiciel. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Et qui me sort à la fin de l'année pour la comptabilité une sorte de tableau récapitulatif qui me dit, bon ben voilà, vous avez dépensé tant, vous avez fait telle ou telle chose. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il utilise. Après, si vous êtes plutôt en auto-entrepreneuriat, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Parce que la seule chose qu'on vous demandera de faire à la fin des mois ou à la fin des trimestres, c'est de dire combien vous avez touché en fait, de chiffre d'affaires. Donc globalement, vous allez prendre la somme de tous les projets que vous avez faits et vous allez dire, ben voilà, j'ai touché tant. Donc il n'y a pas vraiment besoin de super logiciel avancé. Je sais après qu'il y a des services en ligne qui vous permettent de gérer ça, mais bon, personnellement, je suis déjà pas fan de livrer mes informations à un tiers, surtout les informations de contact des clients et tout ça. Mais ce que vous pouvez faire simplement, c'est vous créez un dossier par mois, vous mettez les factures de dépenses et les factures que vous avez livrées aux clients dans chacun des dossiers, et ça peut suffire largement. Il n'y a pas vraiment besoin de faire un truc très compliqué au niveau de la comptabilité. Voilà. Après, sinon, un petit tableur, vous listez les entrées et les sorties, ça vous permet de savoir où vous en êtes à peu près. Alors, Brandon pose la question, peut-on réellement savoir si nous sommes faits pour être freelance avant de se lancer tête baissée? Et il y a d'autres personnes qui ont posé des questions similaires, à savoir, est-ce que je peux commencer à être freelance si je n'ai pas forcément d'expérience? Comment ça se passe pour commencer? Alors, concrètement, je dirais que il y a deux choses qu'il faut savoir. Déjà, est-ce que vous êtes en mesure, est-ce que vous sentez de faire un projet de A à Z sans forcément bloquer dessus? Si vous répondez non à cette question, ça peut être difficile parce que ça veut dire que vous allez vous engager vis-à-vis d'un client pour faire un projet que vous n'êtes pas forcément en mesure de mener à bien. Et ça, c'est pas forcément tip-top d'un point de vue sécurité. L'autre chose, c'est aussi de savoir un petit peu votre caractère. Est-ce que vous êtes capable de travailler tout seul, si vous n'avez pas de contraintes, ce genre de choses. Parce que ce qui peut se passer, c'est que vous vous mettez en freelance, vous commencez à avoir un client qui vous demande un projet, puis un petit peu comme quand on est étudiant, on se dit ah bah je remets à demain, je remets à demain. Puis on se rend compte qu'au final, on n'a plus le temps de le faire. Donc c'est déjà de savoir si vous avez un peu de discipline pour vous, si vous êtes capable de travailler tout seul sans forcément de pression derrière, même si effectivement on a quand même la pression de livrer le projet au client, mais c'est pas comme dans une entreprise où on va vous forcer à être au bureau à une certaine heure. Là, vous travaillez comme vous voulez, donc est-ce que vous avez cette discipline-là? Et après, en termes de compétences, il faut être sûr d'être capable de mener un projet à bien avant de se lancer. J'aurais tendance à vous dire, si vous débutez dans le développement, ne vous lancez pas tout de suite en tant que freelance. Essayez de créer 2-3 projets et après, vous saurez si vous êtes en mesure de les mener à bien tout seul et justement de passer dans le statut de freelance. Mais si vous le faites directement, c'est vrai que ça peut être risqué. Après, dans tous les cas, ce que vous pouvez faire aussi, c'est commencer très tôt. Moi, ça a été mon cas. J'ai commencé pendant que j'étais étudiant et j'ai commencé à faire les projets le soir et les week-ends. Donc, ça m'a permis de me forger un petit peu mon système et de voir si ça me convenait ou pas. Vous n'êtes pas obligé de vous engager totalement et vous dire, allez, je commence directement en freelance. Vous pouvez être salarié, prendre des projets le soir. Vous pouvez être étudiant, prendre des projets le soir et le week-end et voir un petit peu comment ça se passe. Ça peut être aussi une source de revenus d'appoint en plus de vos revenus principaux. Alors, ensuite, il y a la question de Madi qui est est-ce que l'aide à la création d'entreprise, donc l'ACRE, est si simple à avoir que ça pour les moins de 26 ans? Y a-t-il des moyens pour maximiser ses chances? Alors, malheureusement, moi, l'aide à la création d'entreprise, je l'ai faite vraiment au dernier moment. Je crois qu'il y a une limite à partir d'un certain âge, je ne sais plus du tout. Mais globalement, je l'ai fait en fait au moment de l'EURL et
Donc c'est la comptable qui m'a dit, est-ce que vous en avez déjà bénéficié? J'ai fait non. Et basiquement, j'ai signé un papier et ça s'est passé un petit peu tout seul. Donc je ne sais pas si c'est vraiment compliqué ou s'il y a eu une vérification derrière dans mon cas. Moi, en tout cas, je l'ai eu et il ne me semble pas avoir fait beaucoup de démarches pour justifier de ce truc-là. Donc je pense que c'est simple à avoir. Ouais. Mais après, voilà, je ne m'engage pas trop parce que, comme je te dis, j'ai pas trop fait de démarches dessus et ça s'est bien passé. Alors, il y a Brandon et d'autres personnes qui ont posé aussi cette question. Comment gères-tu en fait le temps et la séparation vie privée, professionnelle, les loisirs et tout ça? Alors, je ne vais pas forcément donner un conseil général parce que ça va dépendre un peu de chaque personne. Moi, c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à mélanger le tout de temps en temps. Par exemple, dans une journée, je vais travailler pour un client le matin. Après, l'après-midi, je vais me dire, ah tiens, je vais enregistrer une vidéo ou je vais me former sur quelque chose. C'est quasiment quelque chose que je fais pour du loisir. Ça va m'arriver de jouer en plein milieu de l'après-midi ou de partir plus tôt un après-midi pour travailler le soir. Donc moi, personnellement, je mélange tout. Je peux mélanger tout parce que je suis célibataire et je suis tout seul chez moi. Donc j'ai pas forcément de contraintes à ce niveau-là. Et puis, c'est quelque chose qui ne me dérange pas personnellement. Le problème, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer que tous les freelances réagissent comme ça ou agissent comme ça. Vous pouvez tout à fait vous dire, moi je suis un petit peu plus strict dans mon emploi du temps, je me lève le matin à 8h, je suis devant mon ordinateur à 9h, je travaille jusqu'à midi, et puis après je retravaille l'après-midi à des heures fixes. Et une fois que 18h ou 19h est tombé, je coupe tout et je fais autre chose. Être freelance, ça ne veut pas forcément dire que vous allez devoir travailler tout le temps et que vous allez penser à votre boulot tout le temps. Vous pouvez tout à fait être freelance avec les mêmes horaires qu'un salarié, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. C'est vrai que beaucoup de freelances ont tendance à aimer ce côté de liberté et du coup font un peu n'importe quoi avec les horaires. Donc on peut avoir cette impression effectivement que c'est dur de séparer les choses. Mais avec un minimum de discipline, encore une fois, on peut tout à fait se dire j'ai des horaires pour le boulot, j'ai des horaires pour le loisir et ce n'est pas si différent qu'un autre statut en fait au final. C'est après une question de personnalité. L'avantage que vous offre le freelance, c'est que si vous avez décidé de faire absolument n'importe quoi, vous pouvez le faire. Voilà. J'ai pas forcément de super conseils en disant voilà comment il faut morceler les journées. Moi je fais c'est le bordel, mais voilà, vous pouvez vraiment vous organiser convenablement avec un minimum de discipline. Alors Chine pose la question, est-ce que se mettre en auto-entrepreneur c'est risqué ou pas? Alors il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, surtout quand on dit ah ouais attention vous engagez vos biens personnels et tout, donc ça fait un peu flipper. L'auto-entrepreneuriat, il faut savoir que finalement, tu ne vas payer des charges que sur ce que tu gagnes. Donc, si tu ne gagnes rien, tu ne vas pas avoir de charges. Ou en tout cas, quasiment pas. Parce qu'il y a quelques petites charges fixes. C'est de l'ordre d'une centaine ou plusieurs centaines d'euros. C'est pas très, très, très élevé. Il y a la taxe pro, je crois, ou je sais plus trop. Ça fait un petit moment que je suis plus auto-entrepreneur. Mais globalement, tu risques pas grand-chose. Tant que tu peux payer ces charges fixes-là, tu peux rester auto-entrepreneur. Il n'y a pas vraiment de souci. Après, d'un point de vue juridique, je ne vois pas comment en fait tu pourrais te mettre en péril vis-à-vis d'un client. Il faudrait vraiment que tu acceptes un projet qui est sensible pour un client et que tu ne le livres pas. Mais après, ça c'est commun avec tous les autres statuts. C'est pas forcément lié au statut d'auto-entrepreneur. Mais de manière générale, non, je pense pas que tu risques grand-chose en fait à te mettre en auto-entrepreneur, même si tu ne fais rien au final. Le seul risque, c'est que tu ne paies pas ces charges fixes ou que tu déclares mal les choses, et dans ce cas-là, ça se passe un petit peu mal derrière. Mais en dehors de ça, c'est pas un statut qui t'engage à grand-chose. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que si, pour une raison X ou Y, tu décides de le fermer et d'arrêter ton auto-entreprise, donc ça se fait assez facilement, il faut juste envoyer une lettre. Globalement, après, tu ne peux pas recréer d'auto-entreprise derrière avant une certaine période de temps. Donc, mis à part ça, ça t'engage pas à grand-chose en fait de devenir auto-entrepreneur. Alors, il y a Maes Christo qui pose la question, combien factures-tu la journée pour attirer les clients? Alors, moi, je ne facture pas forcément en me disant j'ai besoin d'attirer les clients. Ce que je fais, je l'ai déjà expliqué, mais globalement, j'ai calculé le salaire que je veux toucher par mois, le nombre d'heures que je travaille effectivement par mois. Donc, c'est-à-dire qu'on enlève les heures où on cherche des clients, où on fait un petit peu de veille ou ce genre de choses. On prend vraiment les heures où on est capable de travailler pour un client. Et ensuite, avec une petite division, j'ai mon tarif. Donc, lorsque un client arrive avec un projet, ce que j'essaie de faire, c'est de morceler le projet en différentes étapes, et en fonction de ces étapes-là, je suis en mesure de lui dire ça va me prendre tant de temps, et je lui donne en fait un tarif en fonction de mon tarif horaire. Si les projets sont un petit peu plus gros, par exemple si un client me dit pour un mois je vais avoir besoin de toi, là dans ce cas-là c'est un petit peu différent, je prends tout simplement le salaire que je vais toucher dans un mois, et c'est ça que je donne au client. Alors après, ça arrive que des clients disent ouais c'est un peu cher, ou moi je peux pas payer, ou ça me va pas. Dans ce cas-là, tout simplement le projet refuse et c'est pas dramatique.
Alors, je conçois que ça soit un petit peu plus compliqué si on n'a pas forcément des tonnes et des tonnes de clients, mais je pense qu'il ne faut pas se dire je fais un tarif pour attirer le client. Parce que le problème, c'est qu'une fois que vous allez avoir baissé vos tarifs une fois, vous ne pourrez jamais les remonter. Une fois que vous avez dit à un client, bon, ben, pour ce site-là, ben, je te le fais à 100 euros, ça va être difficile après pour un prochain projet de demander un petit peu plus. Donc tu risques de te bloquer en fait, dans une situation qui n'est pas forcément tip-top d'un point de vue financier. Surtout si le client finit par t'apporter pas mal de missions. Donc je dirais, calcule toujours en fait tes revenus par rapport à ce que tu dois récupérer pour vivre convenablement ou pour avoir ton salaire. Et c'est en fonction de ça que tu vas fixer ton tarif. Ne fixe pas forcément ton tarif en regardant à droite et à gauche comment les autres font. C'est pas forcément une très très bonne solution pour commencer. Alors il y a ensuite BetaWeb qui pose la question, comment bien gérer sa journée? Pourquoi est-ce important de travailler à son propre rythme lorsque cela est possible? Alors je réponds, c'est un peu la même question en fait que l'autre, j'aurais dû peut-être la filtrer. Globalement, je dirais qu'en tant que freelance, ce qui est important, c'est de choisir son bon équilibre en fonction de comment vous êtes capable d'encaisser une charge de travail, comment vous aimez bien travailler, et comment vous faites les choses. Tant que les projets sont faits en temps et en heure, le client, normalement, se fiche de comment vous organisez vos journées. Donc après, c'est ça l'avantage de freelance, vous organisez comme vous voulez. Moi, comme je l'ai dit, je fais un rythme un petit peu calme, entre guillemets, en travaillant les 7 jours de la semaine. Comme ça, ça me permet dans des journées d'être un peu plus léger. Après, l'autre problème, c'est que je m'occupe de graphic art et dans ce cas-là, j'ai tendance à pas trop compter le temps. C'est-à-dire que quand je fais de la veille, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quasiment du loisir. Donc j'ai tendance à le faire assez tard le soir. Ou de temps en temps, je regarde des vidéos, des conférences, alors que normalement, je regarderais une série. Donc c'est un petit peu tout mélangé dans moi. Mais après, c'est essayer d'évaluer votre temps et d'évaluer au moment où ça vous pompe un peu le système. Et si vous commencez à tomber un petit peu en dépression, c'est que vous faites peut-être un petit peu trop d'heures ou que vous gérez mal votre temps. Dans ce cas-là, il faut adapter. Alors, autre question de BetaWeb, comment on gère les relations avec les clients? Et surtout, comment on gère de manière générale les clients qui peuvent être pénibles ou non? Alors, les relations clients, c'est effectivement un facteur qu'il faut prendre en compte quand on est freelance, parce que c'est quelque chose, quand on est salarié, on s'en occupe en général pas forcément beaucoup. Alors pour les clients avec qui ça se passe bien, il n'y a pas trop de soucis. En général, on communique avec Skype ou n'importe quel autre système et ça se passe plutôt bien. Après, les clients, il y a des clients effectivement qui sont un petit peu plus pénibles. Alors c'est pas forcément leur faute. Il y a par exemple des clients qui vont avoir tendance à vous prendre pour un salarié. Ça c'est un petit peu contraignant, mais globalement c'est des clients qui vont vous contacter à n'importe quelle heure de la journée et attendre que vous réagissiez dans l'heure. Il faut être très clair en fait et bien communiquer dès le début du projet. Expliquer à la personne que vous êtes un freelance, que vous êtes à votre compte et que vous ne travaillez pas que pour lui et que vous avez peut-être des disponibilités. Donc n'hésitez pas au début d'un projet à spécifier, lorsque le projet sera en ligne, et si jamais vous avez besoin de modifications, je peux répondre sous une semaine, 2 semaines, ou plusieurs, ou un mois par exemple. Donc spécifiez lui bien que vous êtes justement un freelance et pas forcément un salarié. Et ça devrait bien se passer. Après, il y a l'autre problème qui est les modifications permanentes. Ça, c'est toujours le problème que je rencontre avec certains clients. Ils demandent, tiens, j'aimerais bien changer ça, j'aimerais bien changer ça, j'aimerais bien changer ça. Alors, c'est quelque chose qui est pénible à 2 niveaux. D'une part, parce que en général, vous devez refacturer. C'est-à-dire que vous avez fait un cahier des charges et la modification n'est pas dans les spécificités de départ. Donc ça gêne pas forcément tous les clients, mais c'est vrai que parfois ça peut être un moment de friction. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est au niveau de votre emploi du temps, parce que vous vous êtes dit, cette semaine-là, je vais travailler sur ce projet-là, et la semaine prochaine, je passe sur un autre. Le problème, c'est que à la fin de la semaine, le projet est livré, mais le client a des modifications, donc ça vous fait déborder sur un autre. Il faut vraiment lui spécifier ça en termes de disponibilité. Je suis pas forcément disponible tout le temps, et je pourrais pas vous répondre dans la seconde. Donc après, c'est au niveau du cahier des charges en fait où il faut bien faire les choses et au niveau de la négociation du contrat en expliquant bien, voilà, la deadline du projet est ça sera conforme au cahier des charges. S'il y a des modifications futures, dans ce cas-là, il faudra peut-être refaire un devis, refaire une facturation et peut-être attendre un petit moment. Donc il ne faut pas hésiter vraiment à communiquer. Un client en fait est pénible parce qu'il y a un manque de communication et on ne se comprend pas forcément. Donc n'hésitez pas aussi à les appeler et à bien spécifier les choses, comme ça il n'y a pas de quiproquo et pas de problème à ce niveau-là. Bon, moi, de manière générale, ça se passe plutôt bien, sauf dans les 2-3 fois où ça a un petit peu bloqué. Mais c'est toujours le même problème, c'est quand le client finit par vous considérer en fait comme un salarié qui doit être disponible tout de suite. Et en général, c'est là où moi j'ai tendance à couper court parce que on s'en sort pas. Mieux vaut qu'ils prennent un salarié, au moins le salarié sera disponible en permanence. Alors, il y a WebD qui pose la question, comment faire pour sortir de sa bulle lorsqu'on travaille seul chez soi, je veux dire, se dégourdir les jambes, prendre une marche et tout ça et tout ça. Alors, comme je l'ai dit, pour moi,
Ce n'est pas parce que vous êtes freelance que votre rythme doit changer par rapport à n'importe quel autre statut. C'est à vous de vous aménager le temps. Là, c'est plus enfin, un truc personnel, entre guillemets, que vraiment lié au freelance. C'est à vous de vous aménager le temps convenablement. Justement, il faut profiter de ça en tant que freelance. Vous pouvez vous aménager le temps différemment. Donc, vous pouvez vous dire, par exemple, dans une journée, plutôt que d'attendre la fin de la journée pour aller faire mes courses, par exemple, je vais aller les faire en plein milieu de la journée. Après, je rattraperai un petit peu le soir. Donc, vous pouvez aménager votre temps. Si jamais vous choisissez de faire une activité, il ne faut pas du tout que ça vous prenne et que vous dites ah ben non, je ne peux pas le faire parce que justement j'ai un contrat ou ce genre de choses. C'est à vous de bien vous aménager votre temps. Là où ça peut être un petit peu risqué, un peu compliqué, c'est plus pour les vacances, parce qu'effectivement, quand vous prenez 2 semaines de vacances, c'est 2 semaines où vous n'êtes pas payé du tout. Donc là, après, c'est plus d'une manière générale à bien gérer vos finances et de vous dire, en auto-entrepreneur, c'est un peu plus compliqué parce que si vous ne travaillez pas un mois, vous allez avoir une déclaration à zéro. Mais dans le cas des statuts un peu plus poussés, ce que vous pouvez faire, c'est engranger en fait au fur et à mesure des années une petite cagnotte. Donc, par exemple, si je prends mon cas, je me versais 2000 euros de salaire brut par mois. Et la société, elle avait rapporté, je crois, 50 000 euros à peu près. Ce qui fait que une fois mes salaires versés, une fois les charges payées et tout ça, il restait de l'argent dans les caisses. Donc l'avantage, c'est que maintenant, je peux me dire à un moment donné, je continue à me verser mon salaire traditionnellement et je vais aller piocher en fait dans cette caisse qui avait été restée. Donc ça me permet de prendre des vacances ou de prendre du temps pour moi. Après, c'est juste vraiment de l'organisation et de la planification pour que ça se passe correctement. Donc, être freelance ne veut pas dire que vous allez passer H24 devant le bureau. On va avoir beaucoup d'exemples de personnes qui font ça, et j'en fais partie, mais on fait ça parce qu'on aime bien ça. On ne fait pas ça parce que le statut de freelance nous oblige à le faire, loin de là. Vous pouvez tout à fait être freelance et avoir une vie sociale et une vie de manière générale complètement normale, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ne prenez pas en fait les exemples que vous avez sur Internet comme des références, et encore moins le mien. C'est vraiment, je suis vraiment la dernière personne à suivre pour le coup. Alors là, Code pose la question, est-ce qu'il faudrait un portfolio? Est-ce qu'il faut avoir GitHub? Est-ce qu'il faut avoir des diplômes pour être freelance? Alors justement, un des avantages d'être freelance, c'est que techniquement, vous n'avez besoin de rien. La seule chose qui va vous permettre d'être viable pour un client, c'est vos compétences. Donc si vous avez des compétences dans un domaine particulier, lui, il va être content. Et de manière générale, le diplôme, on ne va jamais vous le demander. Vraiment, jamais, jamais, jamais. Je ne connais pas un client qui dit « Ah non, moi je ne travaille qu'avec des bacs plus 5 ». Non, on va dire « Moi je veux un spé Symfony, je veux quelqu'un qui soit dispo et qui soit capable de travailler vite ». Peu importe. Après, pour ce qui est de GitHub, je dirais que ça peut être intéressant et même un portfolio, pour moi c'est intéressant parce que vous pouvez être jugé par une entreprise et par un développeur dans l'entreprise. Par exemple, une agence va avoir 2-3 développeurs et à un moment ils vont avoir une surcharge de projets. Dans ce cas-là, c'est des développeurs qui sont très à l'aise avec Symfony et quand ils vont chercher des freelances, ils vont être capables de les évaluer. Donc s'ils voient que sur votre GitHub, vous avez pas mal de projets Symfony, vous avez participé même à des plugins ou des bundles Symfony, ça va vous aider justement à crédibiliser votre offre. Pour le portfolio, c'est un petit peu la même chose. Moi, si j'ai besoin d'un freelance pour un projet et que je cherche un petit peu, si le portfolio est complètement dégueulasse, c'est vrai que ça va tendance à me refroidir. Après, vous n'avez pas besoin d'avoir un portfolio super avec des effets partout et tout ça, mais au moins d'afficher correctement vos informations, les projets sur lesquels vous avez travaillé, les liens vers vos réseaux, par exemple, tels que GitHub, ce genre de choses. Donc ça, c'est important. Je dirais que je vais pas forcément prêter une attention au visuel du portfolio tant qu'il est correct. Après, si vous avez un portfolio qui est vraiment dégueulasse, avec du CSS qui est tout pourri, forcément, ça va être négatif vis-à-vis de votre candidature. Parce que moi, en regardant le code source, je vais dire, ouais, le mec, il charge 200 JS, il charge 200 CSS, il charge du Bootstrap, ça veut dire qu'il sait pas faire du CSS. Tu vois, donc je vais être capable d'évaluer un petit peu ça. Donc si vous tombez vis-à-vis de clients qui ont justement l'expertise technique pour vous juger, ça peut être négatif à ce niveau-là d'avoir un mauvais portfolio. Du coup, est-ce que c'est nécessaire? Moi, je dirais que oui, en fait, parce qu'il faut avoir une présence. Après, pour GitHub, c'est toujours mieux parce que ça permet de faire la différence entre deux profils, quoi. Si je suis capable d'évaluer le code source de quelqu'un, ça me donne un peu plus confiance, en fait. Voilà, si je me place à la place du recruteur qui est un peu compétent. Après, si vous visez des clients qui n'y connaissent absolument rien, par exemple des clients qui font du WordPress et qui n'y connaissent absolument rien, la seule chose qu'ils vont regarder, c'est que vous ayez un joli portfolio, ils ne regarderont pas le code source, ils se contenteront de ça. Donc là, effectivement, GitHub, on peut s'en passer. Ça dépend du type de profil que vous cherchez au niveau des clients. Alors ensuite, il y a Alex KTP qui pose la question, comment choisir justement ses missions? Alors,
Là, ça va dépendre un petit peu de chaque personne. Donc déjà, le premier critère qui est évident, c'est que vous choisissez les missions en fonction de vos compétences. Si vous êtes expert en WordPress, vous n'allez pas prendre une mission PrestaShop. Ça semble évident. Après, comment juger aussi les clients? Alors, là, ça va dépendre un petit peu du feeling, mais moi, j'ai tendance souvent à rejeter en fait tous les projets qui ne sont pas forcément bien définis. Si quelqu'un arrive et vous dit ah ben moi j'aimerais bien un site, alors ça fonctionnerait un petit peu comme le Bon Coin, voilà combien ça coûte. Ça, directement, j'ai tendance à refuser. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le projet n'est pas bien défini en amont. Ce qui fait que derrière, lorsque vous allez, si jamais vous l'acceptez, faire le projet, ben, il peut se passer des problèmes avec le client qui vous dit « Ah, mais t'as oublié ça, t'as oublié ça. » Et vous allez lui dire « Ouais, mais j'avais pas vu que ça existait sur le Bon Coin. Ça, on n'en a jamais parlé. » Donc, si le projet n'est pas carré, c'est problématique. Après, les autres types de projets que je prends, c'est des projets qui sont simples à définir. Par exemple, un client arrive, il me dit « Voilà, j'ai 6 PSD, je veux que tu me les intègres en HTML, CSS, JavaScript. » Là, il n'y a pas vraiment à discuter, c'est carré, c'est simple, je fais mon devis et on facture. Mais après, voilà, si c'est des projets un petit peu plus complexes, j'aime bien que le client sache définir le contexte, sinon j'ai tendance à pas prendre. Donc j'aurais tendance à vous conseiller de faire la même chose parce que d'expérience, en fait, les projets mal définis, c'est des projets où vous avez des mises à jour en permanence. Et vous ne en finirez jamais parce que vous n'avez jamais défini ce qui devait être fait et pas fait. Je prends l'exemple, si on vous dit un site à la Le Bon Coin, qu'est-ce qu'il faut pour que l'utilisateur s'inscrive? Est-ce que je dois envoyer un email de confirmation? Est-ce que je dois gérer le spam? Est-ce qu'on doit gérer un système de newsletter? Comment se gère le back-office? Toutes ces questions-là, elles doivent déjà être résolues avant même de commencer le projet. Donc je dirais, comment choisir ces missions en fonction de ses compétences et en fonction de la structure en fait, de la mission en elle-même. Si la mission est mal définie, essayez de vous en écarter ou de choisir une autre mission parce que ça va être rapidement le bordel. Alors, il y a Swift qui pose la question, comment se calcule la facturation? Comment on établit en fait le prix pour un projet? Est-ce que le langage rentre en jeu? Est-ce que le type de client rentre en jeu? Tout ça, tout ça. Alors moi, comme je l'ai dit, je facture tout simplement par rapport à une base horaire et ce que je fais pour le projet, c'est que j'évalue en fait le temps que ça va prendre. Donc, est-ce que c'est influencé par le langage? Je dirais que non, mais indirectement oui. C'est-à-dire que si par exemple un client me dit j'ai envie de faire un site en PHP, s'il me dit il faut que le site soit fait avec du code entièrement maison, forcément ça va lui coûter plus cher parce que ça va prendre plus de temps que s'il me dit je veux le faire avec Laravel. Où là, en quelques commandes, on va avoir posé le back-office et en une journée, on aura effectivement fait beaucoup plus de travail qu'avec du code maison. Il va falloir en amont préparer en fait la base. Donc, les technologies rentrent en jeu. Après, le type de client, pas forcément, sauf si c'est un client récurrent. C'est-à-dire que si c'est un client qui me donne des missions quasiment tous les mois, je vais avoir tendance à adapter en fait ma facturation en fonction. Parce que normalement, en fait, je facture en prenant en compte les temps morts où je cherche des clients. Donc, par exemple, sur un mois, il y a facile une semaine peut-être, où je vais travailler pour à chercher des clients, trouver de nouveaux projets, peut-être faire de la veille, ce genre de choses. Donc si quelqu'un vous dit moi je vous prends tout le mois, je vais adapter ma facturation. Ça serait bête de le faire payer plus cher, alors que là, globalement, il vous empêche d'avoir, il vous aide à ne pas avoir à chercher de projet, ce genre de choses. Donc la facturation va dépendre du type de client. Après, si on insinue, est-ce que parce qu'un client est connu, je le facture plus? La réponse est non. Ça, je ne le fais pas du tout. Je suis pas sûr que ça soit tip top parce que si jamais un jour un client voit que vous avez facturé un autre pour quasiment le même projet 2 fois moins cher, c'est vrai que ça va râler. Donc moi, je le fais toujours sur une base horaire. Après, je sais que certains freelances le font plutôt sur une base de type de projet. Donc ils livrent en général les projets qui sont assez similaires. Ils disent un WordPress avec telle ou telle fonctionnalité, ça sera telle somme. Ensuite, un site avec tel back-office, ça sera telle somme. Moi, j'ai tendance à pas le faire parce que d'un projet sur l'autre, on peut avoir vraiment des typologies de projets complètement différentes et des temps passés qui sont complètement différents. Donc, c'est difficile, je pense, de se dire j'ai un tarif par projet, entre guillemets. Voilà pour un petit peu ma gestion de la facturation et je pense qu'il faut la faire comme ça de manière générale. Beaucoup de freelance, vous allez voir des tarifs horaires et pas forcément des tarifs au site. Alors ensuite, il y a Artemix qui pose la question comment définir un devis et gérer un contrat? Alors le devis, on en a déjà parlé, c'est tout simplement par rapport au temps. Pour le devis, moi c'est assez simple vu que j'ai des projets simples, mais globalement ce que vous allez faire si vous avez un gros projet, c'est que vous morcelez en fait les différentes tâches qu'il y a à faire dans ce projet et vous établissez le nombre d'heures. Et dans le devis, vous faites figurer en fait ces différentes tâches et le nombre d'heures correspondantes et votre tarif horaire au final. Si c'est des projets plutôt simples, moi je m'embête pas, je mets création du site machin et je mets le prix derrière. C'est plutôt simple pour le coup. Après, pour la partie contrat, alors là, c'est un peu plus compliqué. Alors moi, en général, c'est vrai que c'est des projets, je les livre et je m'en occupe plus. Après, les agences ont les compétences en interne pour continuer à maintenir le projet, donc c'est vrai que j'ai plus du tout à m'en occuper.
Certains projets peuvent être un peu plus complexes où le client va vous demander de le maintenir, soit parce que vous faites vous-même l'hébergement. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai tendance à proposer pour ne pas être embêté par la suite. Dans ce cas-là, dans le contrat, vous faites figurer, je vous donne à disposition 2 heures ou 1 heure par mois pour de la maintenance. Et après, c'est au client de choisir quand est-ce qu'il en a besoin et s'il en a besoin. Et dans ce cas-là, vous le spécifiez au niveau du contrat et vous spécifiez la durée justement de ce contrat de maintenance. Après, pensez à bien aussi gérer votre calendrier pour pas faire le bordel, pour pas avoir le bordel et avoir des trucs qui se chevauchent. Ça, c'est important. Quand vous faites un contrat, spécifiez aussi la date peut-être de début si nécessaire et la date de fin, à partir de laquelle vous dites le projet sera livré et on travaille plus dessus. Comme ça vous permet dans votre calendrier de bien avoir les différentes périodes et d'éviter de vous retrouver dans une situation où vous avez tout qui s'enchevêtre. Et là, c'est toujours un petit peu le bordel à gérer en termes de temps. Donc voilà, il faut être carré, mais je n'ai pas forcément de super astuces à ce niveau-là. Alors ensuite, question de Chloé Korfmast. Alors je suis désolé si j'ai du mal à prononcer le pseudo, j'ai du mal à le dire. Pourquoi avoir choisi le statut de URL dans mon cas Alors personnellement, en fait, c'est tout simplement, j'en avais absolument aucune idée. Je venais de dépasser le statut d'auto-entrepreneur le palier d'auto-entrepreneur qui était à 32 000 €. J'étais un petit peu en panique vu que j'ai reçu les lettres de l'URSSAF et je suis allé voir un comptable. Le comptable m'avait bloqué à peu près sur 2 statuts qui étaient le IRL et le URL. La principale différence qu'il y avait, si je me souviens bien, c'était que le URL me permettait plus tard, si j'avais, je découvre que Graphicart commence à rapporter des millions, j'espère encore, me dire, tu pourras basculer en fait vers une SARL, faire rentrer des associés et faire évoluer plus simplement ta société. Là où le URL ne bougera jamais et restera individuel. Donc c'était par rapport à ça que j'ai fait ce choix. Après, pour tout ce qui est fiscalité et tout, elle m'a expliqué, mais je suis infoutu de m'en souvenir et j'y comprends absolument plus rien. Mais globalement, je crois que l'avantage, c'est que ça sépare vraiment les deux. J'ai d'un côté ma société, de l'autre côté moi. Donc ça permet d'avoir 2 entités qui sont complètement séparées et c'est mieux d'un point de vue général en fait. Voilà, et aussi vis-à-vis des clients, ce genre de choses, ça fait vous êtes facturé par une société, pas par une personne. Bon, même si au final, la société a mon nom, donc c'est débile. C'est pas forcément l'argument, mais c'était l'argument de se dire peut-être plus tard j'évoluerai. Bon, rétrospectivement, je pense pas passer à un SARL du jour au lendemain, mais voilà, c'était l'argument qui avait été donné. Alors ensuite, Hugo qui pose la question, faut-il déclarer son statut de freelance? Si oui, comment procède-t-on? Les avantages et les inconvénients. Alors concrètement, oui, tu dois déclarer. Il n'y a pas un statut en fait de freelance. Freelance, c'est juste quelqu'un qui travaille à son compte. Les statuts, tu peux en choisir plusieurs parmi ceux que j'ai cités depuis le début de cette vidéo. Mais en général, si tu débutes, la meilleure chose à faire, c'est l'auto-entrepreneuriat. Parce que c'est un truc que tu vas pouvoir faire entièrement en ligne. Tu remplis un formulaire et tu obtiens ton numéro de SIRET, qui est ton ID d'entreprise. Et après, ça se passe assez simplement. Donc oui, tu es obligé de déclarer dès lors que tu factures un client. Le problème, c'est que sinon c'est du black, déjà c'est pas forcément très autorisé, mais aussi pour les entreprises, quand elles font des dépenses, elles ont besoin de déclarer ces dépenses-là. Donc si toi tu n'as pas de statut, l'entreprise ne peut pas te facturer, parce qu'elle va dire, sur ma facture, je vais payer quelqu'un qui n'a pas de statut. Donc directement tu vas te faire griller à ce niveau-là. Donc oui, il est nécessaire en fait d'avoir un statut, et après parmi les statuts juridiques que tu peux choisir, il y en a plusieurs. Les plus simples pour commencer, c'est comme je l'ai dit, auto-entrepreneur ou le portage salarial pour des missions vraiment occasionnelles, vu qu'en général les charges sont plus élevées sur ce statut. Ensuite, il y a J. Maurice qui pose par où commencer pour se lancer avec 0 expérience professionnelle. Alors personnellement, j'aurais tendance à pas forcément conseiller de se lancer tout de suite dans le freelance. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé un petit peu par de l'entreprise. Ça permet déjà de vous faire un petit peu à la rigueur professionnelle, déjà voir comment on peut gérer les clients. Et ça vous permettra aussi de connaître mieux vos compétences et vos capacités de travail. Donc ce que vous pouvez faire si vous commencez par de l'entreprise, c'est justement essayer de vous chronométrer. Je dis pas forcément avec un chronomètre, mais évaluer le temps que vous mettez pour réaliser certains projets. Comme ça, si plus tard vous décidez de passer en freelance, vous savez déjà combien de temps vous mettez, combien vous allez pouvoir facturer, ce genre de choses. Donc est-ce que c'est... Moi personnellement, j'aurais tendance à pas vous dire lancez-vous freelance dès le début, parce que vous n'aurez pas les clients, vous n'aurez pas les compétences, vu que vous n'avez pas de projet, vous n'avez rien à montrer, donc ça va être très compliqué au démarrage. Donc j'aurais toujours tendance à vous dire trouvez un poste traditionnellement, faites-vous un peu d'expérience avec ce poste-là, faites-vous de la veille, faites un peu de veille en parallèle, essayez d'apprendre des choses, d'évaluer un petit peu vos capacités de travail, peut-être de voir si vous êtes en mesure de créer un projet, et seulement après, vous allez vous lancer. Sinon, c'est vrai que c'est un petit peu risqué, sauf si effectivement dans les études, vous avez fait des projets de A à Z, mais si vous n'avez aucune compétence,
Pour moi, c'est un peu risqué et malheureusement, ça risque de vous donner une première impression du statut qui n'est pas forcément terrible parce que vous allez galérer, pas avoir de revenus, galérer à trouver des clients, donc c'est pas tip top. Donc j'aurais tendance, en plus, en début de vie, de me dire, moi, je prends un statut stable qui me fournit un salaire suffisant, j'économise avec ce salaire-là, ce qui me permettra plus tard de pouvoir commencer mon activité de freelance avec une petite base qui me permettra de vivre si je n'ai pas de clients. Donc vis-à-vis de ça, voilà, j'aurais tendance à vous déconseiller en fait de commencer directement avec zéro expérience professionnelle. C'est pas forcément la réponse attendue, je sais, mais parce que c'est mieux. Alors il y a Oled qui pose la question, est-ce que c'est possible de cumuler un CDI de 37 heures et être freelance à côté de temps en temps? Alors si tu le fais de manière très occasionnelle, oui, mais le risque c'est que en fait tu te retrouves à travailler le soir et les week-ends et moi personnellement je l'ai fait pas très longtemps et je peux dire que d'un point de vue moral en fait ça tue pas mal parce que tu sors le soir, normalement après le boulot tu décompresses et tu te dis c'est fini, je peux passer à autre chose et là boum tu dois rebosser derrière, gérer des clients, tu finis tard, ensuite le lendemain tu es fatigué. Donc ça se cumule très rapidement et c'est le meilleur moyen selon moi en tout cas de tomber en dépression très rapidement. Donc si c'est du très occasionnel, pourquoi pas, mais cumuler les deux, d'un point de vue juridique et tout, c'est faisable, mais d'un point de vue moral, c'est difficile. Franchement, je vais pas me mentir, c'est pas forcément quelque chose que je conseille pour l'avoir fait. J'étais pas tip top d'un point de vue moral et motivation quand j'ai commencé à faire ça, personnellement. Alors, quelle démarche faut-il? Alors, Duff John pose une question concernant la TVA. Alors, par rapport au nouveau statut de l'auto-entrepreneuriat, quelle démarche il faut faire lorsqu'on a atteint le plafond et qu'on doit du coup facturer la TVA? Malheureusement, je n'en ai absolument aucune idée. Je ne sais absolument pas comment se passe la déclaration de TVA pour la bonne et simple raison que aujourd'hui, donc je dois la faire, mais c'est le comptable qui se charge de tout, donc il a le droit de prélever entre guillemets sur mon compte et c'est lui qui s'occupe de tout ça. Donc je suis absolument pas capable de vous dire comment ça se passe. Surtout que la gestion de la TVA est assez complexe avec le système de l'Union européenne où, suivant les pays, vous avez différents taux de TVA et ensuite dans la déclaration, vous devez dire pour quel pays vous avez facturé. Donc c'est assez compliqué et je n'ai absolument pas d'idée de comment ça se passe en fait pour les auto-entrepreneurs, quel bureau il faut aller voir pour déclarer, tout ça. Donc je vous renverrai dans une prochaine partie, en fait, on fera une partie témoignage. Donc s'il y a des auto-entrepreneurs qui ont déjà eu cette situation-là, je vous mettrai un lien vers la vidéo où peut-être lui, il expliquera mieux que moi comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'en l'état, je ne suis pas du tout en mesure de vous dire comment ça se passe parce que j'ai jamais fait les démarches liées à la TVA. C'est toujours mon comptable qui les a faites pour moi. Alors, autre question de Fauve, est-ce qu'il faut être full stack pour être freelance? Alors, full stack, pour rappel, c'est quelqu'un qui gère tout de A à Z. Donc, vous avez le front-end où la personne fait l'HTML, le CSS et le JavaScript, et le back-end avec PHP, Ruby ou n'importe quel autre langage. Donc, full stack, c'est quelqu'un qui fait à la fois le front et le back. Est-ce qu'il le faut l'être? Non, parce que vous pouvez tout à fait avoir des projets où vous ne faites que de l'intégration. Moi, c'est des projets que j'ai assez souvent, où on vous livre une maquette, on vous dit, fais-moi l'HTML, le CSS et le JavaScript. Donc ça, normalement, c'est pas très problématique. Et vous allez avoir en fait de l'autre côté des clients qui vont dire sur PHP, je veux que tu me développes telle ou telle fonctionnalité pour mon application. En revanche, effectivement, si tu es full stack, ça te permet d'avoir un éventail un petit peu plus grand de projets potentiels parce que tu vas être capable de travailler à la fois sur des intégrations et tu vas aussi pouvoir travailler sur du back-end. L'autre avantage, c'est que si un client sait pas trop quoi faire et il vous dit, moi je le vois surtout pour le cas des WordPress, si vous livrez une maquette, il fait il faut que ça soit fonctionnel à la fin, je veux du WordPress et tout, que vous sachiez faire les deux, ça l'aide clairement et ça permet de prendre le projet alors que peut-être vous ne l'auriez pas eu si vous ne lui aviez proposé que l'HTML et le CSS. Donc est-ce qu'il faut être full stack? Non, mais si tu es full stack, ça aide clairement parce que tu vas pouvoir accéder plus de projets. Plus tu connais de choses, en fait, plus tu vas pouvoir répondre à des offres. C'est assez basique, mais c'est comme ça. Mais sache que non, tu n'es pas forcément obligé de l'être. Tu peux être spécialisé dans un domaine en particulier. On n'attendra pas forcément d'un développeur SP Symfony d'être compétent en CSS. S'il connaît juste un peu les bases pour comprendre à quoi correspond une classe et tout, ça suffit. Mais on ne va pas forcément lui demander de faire de l'intégration. Donc il est tout à fait possible d'être freelance avec une spécialisation bien spécifique et pas forcément être un freelance de manière générale. Mon exemple n'est pas forcément tip-top parce que effectivement moi j'ai tendance à être full stack et du coup prendre ces projets-là. Mais c'est vrai que j'ai tendance à pas prendre des projets qui sont peut-être spécifiques à des plateformes telles que PrestaShop, Symfony ou autre. C'est une contrepartie aussi. Parce que pour moi on peut pas être bon dans tout. Enfin, dernière petite question, désolé la batterie est morte entre temps, de Hitman qui pose la question, peux-tu détailler ce qu'il y a à payer, charges sociales, formation, tout ça. Alors concrètement, je n'en ai aucune idée, enfin, je sais à peu près où va l'argent, mais il y a tellement de trucs, je te jure, c'est hyper compliqué. Il y a, alors moi en tout cas, je paye à
trois choses. Je paye l'URSSAF, donc ça c'est pour tout ce qui est cotisation sociale. Je paie ensuite la CIPAV, donc ça c'est pour tout ce qui est la retraite. Donc c'est l'argent qui techniquement me reviendra en partie plus tard. Et ensuite, le dernier organisme, c'est les mutuelles du soleil. Ça c'est pour l'assurance maladie. Donc ça c'est les trois choses en fait que je paye tout le temps. Après il y a aussi la TVA. Mais là, c'est un petit peu différent dans le sens où c'est de l'argent que techniquement tu n'as jamais. Donc quand tu factures 1000 euros à un client, tu le factures en fait 1200 euros pour récupérer 200 euros de TVA. Et ces 200 euros, tu les gardes quelque part en attendant ta déclaration de TVA. Donc c'est pas vraiment comme les charges ou les trucs comme ça où c'est sur ton argent gagné, quoi. Il faut juste le prendre en compte et ça se passe plutôt bien. En dehors de ça, je pense pas qu'il y ait des charges en plus. Donc au final, il y a ces trois choses qui arrivent tous les trimestres à peu près. Donc c'est l'URSSAF, la CIPAV. Donc l'URSSAF en fait c'est ce qui gérait il y avait le RSI dedans. Donc c'était URSSAF, CIPAV et les mutuelles du soleil. Donc après ça dépend de la mutuelle dans laquelle tu es. Mais voilà, c'est les trois choses que je dois payer ou en tout cas que mon entreprise paye. Après il y a d'autres trucs qui sont peut-être des charges fixes qu'on ne prévoit pas. Par exemple, chaque année, ce que je dois faire, c'est aller déposer les comptes de ma société. Donc globalement, je dois écrire un document en expliquant cette année, la société a fait tant. Un truc, c'est une sorte de compte-rendu d'assemblée qui est débile parce que je suis tout seul, donc c'est une assemblée avec une seule personne. Donc on dirait que c'est moi qui me parle à moi-même, c'est un peu bizarre. Donc on dit la société a touché tant, elle l'a récupéré tant, elle a perdu tant. Ensuite on joint les différents tableaux qui contiennent toutes les informations de la société. Ça ressemble à ça. Globalement en fait on a un gros tableau, alors je vais pas forcément trop montrer de près, mais on a un gros tableau avec tous les trucs. Et ce qu'on doit faire, c'est mettre ce tableau-là avec le petit compte-rendu et aller le déposer à la Chambre des commerces. Donc tous les ans, ça c'est ce qu'on appelle le dépôt des comptes. Donc pareil, ça c'est des petites charges qu'on ne voit pas forcément passer. Alors c'est pas énorme, mais c'est vrai que chaque année c'est un peu chiant. C'est de l'ordre d'une cinquantaine d'euros juste pour déposer ses comptes, pour qu'ensuite ils les mettent sur le site et qu'ils refassent payer les gens pour le télécharger. C'est complètement débile, mais c'est comme ça. Mais en dehors de ça, après il y a effectivement le paiement du comptable. Du coup, forcément, c'est une charge supplémentaire. Mais voilà, après, il y a tellement de chiffres de dépenses que je suis infoutu de te dire précisément quel argent va où en fait. C'est très très compliqué, c'est comme dans les impôts. Hein. Vous pouvez essayer d'analyser votre fiche d'impôt, mais on n'y comprend rien en vrai. Donc c'est tout ce que je peux te dire. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en termes de pourcentage, ça fait 30 ou 40% des revenus de la société basiquement. Les revenus, hein, pas du chiffre d'affaires. Du coup, voilà, ça termine cette petite vidéo-là. Donc, j'espère avoir répondu à différentes questions que vous vous posez. Sachant que si vous avez d'autres questions, vous pouvez vous rendre sur le Discord de Graphic Art. Il y a un channel qui est dédié aux freelances. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, même si je n'y répondrai pas forcément. Il y a d'autres personnes qui sont freelance et qui peuvent justement répondre à des questions plus spécifiques, comme par exemple le statut d'auto-entrepreneur, ce genre de choses. Donc ça peut vous aider à répondre rapidement à vos questions. N'hésitez pas à venir faire un tour sur ce Discord et sur ce channel en particulier pour poser vos questions si je n'ai pas répondu à toutes vos questions ici.